Je vous propose, durant un court moment, de cheminer à travers la photographie, son histoire, ses légendes déjà, en prenant peut-être des chemins de traverse qui se croiseront parfois ou pas. Il y a un commencement à tout, et tout commence par une histoire. Un soir, avant d'aller rejoindre son régiment pour faire la guerre, le jeune soldat Kouros rendit visite à sa fiancée, Cora, la fille de Butabès, le bottier. La lumière du jour projetait l'ombre du garçon sur le mur. Cora pouvait voir la ligne nette et précise de son profil, le front bombé, les lèvres charnues et même, rapportait Pline l'Ancien, les veines de son cou qui se gonflaient quand il parlait. La jeune fille eut alors l'idée de tracer cette silhouette sur la paroi pour conserver l'image de celui qui demain sera loin d'elle. Formidable histoire d'amour. Mais un amour malheureux puisque l'être aimé va partir et peut-être il ne reviendra pas. On peut mourir à la guerre, on peut faire d'autres rencontres. Car les jeunes filles de Syracuse sont belles, paraît-il, dit Cora. Mélancolie du départ, tristesse de la fiancée au point qu'elle désire conserver sur le mur, devenir surface d'inscription ou tableau, l'image de son homme, la plus ressemblante même, puisqu'elle est le relevé exact de la forme, de sa forme, vue de profil. L'image donc comme une ombre, et l'ombre comme ce qui reste quand ce qui fait ombre a disparu, momentanément, totalement. C'est l'histoire de l'invention d'un art. C'est presque l'invention de la photographie. C'est l'histoire du portrait qui commence ainsi. Une image sur un mur. Un mur portant image. Et peut-être, même plus que cela, un mur-image comme une tresse dont on ne peut pas démêler les éléments qui la forment. La jeune fille l'entend ainsi puisqu'elle veut tout conserver, malgré les remontrances de son père qui peste de voir son mur ainsi sali. Le mur, pour elle, sera la trace amnésique de quelque chose qui n'est plus. Au XIXe siècle, on dira des daguerréotypes qui sont les miroirs qui se souviennent. Cette histoire, l'histoire de Cora, cette histoire est éloquente car elle dit le souci du portrait et ce qui en lui se joue. Ce que produit Cora, ce qu'elle accomplit pleinement, se conçoit comme un effet de présence. Et lorsque je serai trop triste, dit-elle, je regarderai l'image de mon bien-aimé et j'aurai l'impression qu'il est un peu ici, parmi nous. Il s'agit de faire comme si l'autre, l'absent, était ici et maintenant le même, présence en image. Rendre les absents présents, telle était à la Renaissance la vocation de la peinture selon Alberti. Telle sera et telle est encore la vocation du portrait photographique. Mais, comme toutes les histoires, celle de Cora ne s'arrête pas là. Son père, le potier, devant la tristesse de sa fille et craignant que le dessin sur le mur ne s'altère, eut l'incroyable idée d'appliquer de l'argile sur l'esquisse. Il en fit alors en main relief qu'il mit à durcir au feu avec le reste de ses poteries, après l'avoir fait sécher. Le dessin était ainsi mieux conservé et l'image devenait pérenne. Et depuis, tous les potiers de la Grèce ancienne dessinèrent sur les vases au trait noir, sur la terre rouge, les profils des jeunes gens et des jeunes filles, comme celui de Cora et de Kouros. L'art du portrait, à mes yeux, c'est donc cette rencontre entre l'observation du réel et l'émotion provoquée par la peur de perdre un être cher. Le portrait est toujours une lutte, lutte contre la disparition, lutte contre la mort, parfois avec la mort. Force est de constater ce lien avec la disparition proche, future, réelle. Richard Avedon a pu ainsi photographier son père. Et l'on sait qu'au XIXe siècle, on photographiait les défunts. Le portrait est toujours un sauvetage de l'être par l'apparence. Voilà la grande idée d'André Bazin. Voilà la grande idée d'André Malraux aussi. Faire d'un présent qui va devenir passé un nouveau présent.
Vieille histoire. Et que de souvenirs sous ces images. Et que de paroles aussi qui emportent les images vers des fictions inouïes. Dieu, que j'étais belle. Dieu, que vous êtes beau, monsieur Brecht. Là, j'ai 18 ans, écrivait Marguerite Duras sous son image. Est-ce que Cora sauve son fiancé par le dessin qu'elle en fait? Peut-être. Elle dit, il est un peu ici, parmi nous. Est-ce que Kouros est un peu ici avec elle? Certainement pas. Il fuit. Son regard fuit. Il ne voit pas sa douce. Il ne la regarde pas. Il ne lui fait pas face. Misère. Il faudra attendre le 1er siècle de notre ère pour que nos parents et nos amants soient représentés de face, c'est-à-dire face à nous. Mais nous ne pouvons pas entendre ce qu'ils nous disent. Apostrophe muette. Qu'est-ce qui pousse une personne à vouloir être photographiée? Quel étrange désir que de vouloir avoir son propre portrait. Ma réponse, existence. Oui, pour exister en force, en puissance, en notoriété, en beauté. Beauté fatale de Marilyn. À présent, c'est toi. Qu'est-ce qui pousse le photographe à vouloir portraiturer quelqu'un? Plusieurs réponses, plusieurs types d'images, plusieurs styles. Pour faire exister le modèle, tout d'abord, ici encore en force, en puissance, en notoriété, pour lui donner une légitimité, pour lui notifier sa visibilité, un certificat de présence. C'est Sarah Bernhardt et c'est Baudelaire. Et ce sont tous les portraits de Nadar, avec à l'œuvre la même procédure. Une personne, plan moyen, sans aucune expression gestuelle exubérante. Voilà des portraits d'apparat où le fond enveloppe le portraituré au point de l'irradier. Beauté fatale de Marilyn, c'est toi, la première, au-delà des portes du monde. Ou encore, voilà ces moments arrachés à la beauté de l'adolescence, tels qu'ils sont méticuleusement enregistrés par Enrique Dijkstra, comme pour retarder la fin du jour. Jeune fille, un instant illuminé, comme la Vénus de Botticelli. Et voilà d'autres portraits, où le nom importe peu, où l'identité se perd. Amnésie du nom propre au profit d'une identité sociale, morale, imaginaire. On se montre, on pavane. Voilà le temps des cartes de visite mettant en scène la suffisance d'une société triomphante. Tout le monde va poser dans le même décor, mais chacun va revendiquer son originalité. Il y a en quelque sorte une lutte pour la distinction et le désir de faire comme. C'est effrayant. On se montre, on pavane, mais également on montre l'autre. Et l'autre, c'est le monstre, le déviant, le sauvage, le malade, un assassin si beau qu'il ne fait pas lire le jour, écrira Jean Genet. Et tous ces déviants prendront la pose, mais dans un dispositif photographique qui est l'absolu négatif de celui de Disdéry. Au décor bourré de signes et d'accessoires, tables, colonnes, tentures, drapés, vases, fleurs, on opposera un décor vide, absolument blanc, où il n'y aura rien à voir. Un espace plat, sans profondeur, qui surdésigne celui qui, sans expression aucune, pose devant. Diaboliquement, la forme coïncide avec le représenté. Voir de l'image que d'être image du pouvoir. Car les portraiturés qui se rendront chez Disdéry sont les absolus contraires de ceux qui, malgré eux, se font photographier dans les locaux de l'identité judiciaire. Le déviant est bien sûr le négatif du bourgeois. C'est celui qu'il faut écarter, dresser, surveiller, repérer. Et si on n'y arrive pas, on l'inventera. On mesure, on montre, on indexe. Et ce sera l'image qui nommera la maladie. Pauvre femme cataleptique, prisonnière de ce haut lieu de la science qu'est la salpêtrière. Invention de la folie, où l'on contemplera sans entrave les malheurs des autres
quand on se déclare soi-même bien portant et en pleine santé. Invention des hommes, des femmes, des populations infâmes qui annoncera nos prochaines catastrophes. L'autre, c'est encore l'homme du lointain. Et c'est ainsi que l'on vit à Paris, en 1877, dans les jardins d'acclimatation des exhibitions ethnographiques qui toutes ont rencontré beaucoup de succès. Et c'est ainsi que le prince Roland Bonaparte photographia de face et de profil Lune dure, Homme connu et bien d'autres, bien d'autres. L'autre, c'est aussi celui plus proche de nous, de l'autre côté de la mer, au point que certains, encore aujourd'hui, en ont peur. Ô femmes algériennes effrayées, et que l'on ne me dise pas qu'elles ne le furent point, elles qui furent, précise le photographe, dans l'obligation de se dévoiler et se laisser photographier assises sur un tabouret en plein air devant le mur blanc d'une mechta. Et j'ai reçu, écrira encore le photographe, le regard à bout portant. N'inversez pas, cher photographe, la cible. Ce n'est pas vous qui étiez visé, ce sont elles. Ou alors, que l'on m'explique pourquoi la mariée palestinienne ressemble autant à Daisy la peau rouge, c'est ainsi qu'elle fut nommée, pourtant toutes deux photographiées par deux photographes distincts, éloignés de plus de 10 000 kilomètres, mais ils n'étaient ni palestiniens, ni indiens, blancs, même pose, même raideur, même décor, panier, fleurs séchées, même tristesse. Pour l'indienne, la réserve qui l'attend, et pour la mariée, la disparition ou la noyade en 1948. Oui, comme Elias Sambar, je préfère, j'aime cette image de Khalid Rahad en 1920, une autre mariée, mais cette fois-ci resplendissante de vie. Telle est mon utopie, telle est ma croyance, celle qui engage les mots anciens et le regard porté sur le monde. Car en photographie, et concernant ici le portrait, il est question avant tout de regard. Regarder l'autre pour ne pas l'oublier. C'est ce que les grands paysagistes américains omirent de faire, puisqu'ils ne virent pas que sur les terres qu'ils photographiaient, de manière bien sûr sublime, des Indiens vivaient, tout simplement. Mais heureusement, il y eut Edward Curtis, qui, à travers ces milliers de portraits, ne pouvait faire autrement que d'enregistrer la tristesse et la mélancolie de ceux et de celles qui allaient connaître ce que l'on appela la paix blanche. Plus que des individus, Curtis photographia un peuple pour que celui-ci ne vienne pas à manquer. Photographier un peuple, c'est ce que réclamait Roberto Rossellini pour garder, disait-il, les traces des sociétés en voie de disparition. Folle tentative à laquelle s'adonna durant presque toute une vie Auguste Sander à travers cette encyclopédie visuelle de l'Allemagne. Ne pas pouvoir faire autrement, s'en excuser même, c'est ce qu'il affirma en novembre 1927 à l'occasion de son exposition Hommes du XXe siècle à Cologne. Si, moi, qui suis en bonne santé, je prétends désormais voir les choses comme elles sont et non comme elles devraient être ou pourraient être, que l'on veuille bien m'en excuser, mais je ne peux faire autrement. 1929, une date, celle de la publication de l'ouvrage de Sander, Le visage de ce temps. On connaît son hypothèse, une étude sociologique sans texte, une nomenclature des hommes par classe, par condition, par métier. Partir du terroir, de la paysannerie donc, pour aller jusqu'aux représentants de la civilisation et revenir ou finir au stade du débile. 1929, où 60 portraits classés dans un ordre que le photographe n'aura de cesse de modifier par la suite, car bien sûr, comment classer sans être indigne les composants d'un peuple, du paysan aux derniers hommes, du paysan aux débiles, du paysan aux persécutés. Si l'inventaire est possible, son ordre
ne l'est pas. Qu'est-ce qu'un peuple? Qu'est-ce qu'un public? On n'est pas sûr des réponses. Que sommes-nous, sinon des singularités qui essayons malgré tout de vivre ensemble? Et une singularité, cela ne s'ordonne pas. Il nous reste alors des images, des portraits, un puissant document culturel photographique, pour reprendre les mots mêmes de Sonder. Il nous reste des visages qui nous regardent. Disent-ils quelque chose sur le destin de la nation à laquelle ils se rattachent? Qu'est-ce qui, sur un visage qui pourrait être notre visage, vous fait appartenir à une nation? Un état social existant. C'est ainsi que Sonder nous met son œuvre, cette encyclopédie de portraits que Walter Benjamin et Walker Evans, la même année, en 1931, saluèrent tous les deux hautement. Pour Benjamin, qui pointe la dimension visionnaire de cette œuvre, il s'agit d'une nécessité vitale. Pour Evans, c'était un modèle à suivre, un programme de travail qu'il suivit en quelque sorte en 1936 en Alabama. Puissance d'Auguste Sonder que de voir avec un temps d'avance, car je ne peux m'empêcher, quand je regarde les images de Sonder, de penser au désastre de cette première moitié du XXe siècle et de voir dans chacune de ces photographies la possibilité d'un basculement vers le néant. Sur l'écran, un membre des jeunesses hitlériennes en 1942 et deux instituteurs photographiés 15 ans plus tôt. Pourquoi les chiens? Un état social existant, rappelait Sonder. J'ai toujours pensé qu'il fallait entendre cette expression en la retournant. L'existence, les existences dans un état social en Allemagne entre 1910 et 1940, que cela nous soit favorable ou non. Il nous reste encore, à travers l'art du portrait, une rêverie sur l'altérité. Une rêverie sur l'altérité peut-être aussi quand la catastrophe s'annonce, qu'elle soit privée, familiale ou à l'échelle d'un continent. Des portraits, des collections de portraits de visages marqués par la vie et l'époque, et la mode, et la morale, et la passion. Des visages pour apprendre l'histoire, celle dont Sonder montrera les effets qu'en 1945, il photographiera sa ville, Cologne en ruine, dans la même urgence qui anima Rossellini filmant la même année Rome ville ouverte. Une rêverie encore une fois, la dernière ce soir. Il paraît que les jeunes filles de Syracuse sont belles, disait Cora. Aujourd'hui encore, c'est toujours vrai. Bonsoir.